Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière conférence en partenariat avec le Cégep Saint-Lawrence. Alors, aujourd'hui, vous allez entendre parler d'architecture avec Maxime Joly. Alors, aujourd'hui, ce sera un petit peu différent des dernières conférences. Maxime a décidé d'utiliser seulement PowerPoint. Et oui, mon chat devait passer en arrière, bien sûr. Aussitôt que je passe Zoom, lui, il arrive. Donc, Maxime a décidé d'utiliser seulement PowerPoint pour faire sa présentation. Donc, je ne serai pas live avec elle pour la présentation, mais elle tenait quand même à vous dire quelques petits mots afin de faire une espèce d'introduction à sa conférence. Donc, je l'ai sur mon autre ordi ici et je vous la lis à l'instant. Donc, elle nous dit bonjour. Je tiens d'abord à m'excuser d'avoir manqué notre premier rendez-vous, mais me voici enfin. La JDQ m'a demandé de préparer une conférence sur l'architecture à Québec, mais comme je ne voulais pas répéter un contenu que j'enseigne déjà dans le cours de guide, j'ai plutôt suggéré à la JDQ de répondre aux questions de ses membres concernant divers aspects de notre architecture. Près d'une trentaine de questions m'a été transmise. Hey, 30! C'est bon, good. Une heure de conférence est bien insuffisante pour y répondre, mais je tiens à remercier les membres pour votre collaboration. Je remercie également la HTP de m'avoir fait confiance pour cette conférence et Marie-Pierre, mon ancienne étudiante, pour son support technique et sa grande patience. Ben, oui, c'est vrai, Maxime a m'enseigné quand j'ai fait mon cours euh, en technique de tourisme. Ouais. Donc, elle justifie aussi les questions qu'elle a retenues parce qu'elle ne pouvait pas tout garder. Donc, elle est allée avec le contenu déjà traité, bien sûr, dans le cadre de la formation. Il ne fallait pas répéter certaines informations qu'elle donne déjà dans le cours de guide. Elle est allée aussi avec la diversité des sujets, facilité à la cueillette d'informations sur Internet. Bien sûr, il fallait qu'elle trouve l'information. L'intérêt des membres en connaître davantage sur différents styles d'architecture et, bon, bien sûr, un intérêt personnel pour le contenu demandé. Donc, comment ça va se dérouler pour la conférence que vous apprêtez à voir? Elle nous dit, je répondrai d'abord aux questions retenues d'ordre technique, donc les carrières de pierre, la brique jaune, le vitrage, les escaliers, pour ensuite répondre aux questions concernant les styles architecturaux et leurs spécificités. Par manque de temps, j'ai laissé de côté les questions concernant les règlements pour la sauvegarde du patrimoine parce que le gouvernement provincial et la Ville de Québec viennent de publier de différentes politiques culturelles concernant le patrimoine bâti. Ce sujet à lui seul mériterait une heure de conférence donnée par un spécialiste de la Ville ou du gouvernement. Toutefois, je termine mon PowerPoint avec une liste de références pour consultation future. Et donc, c'est ça qu'elle avait à nous donner comme information sur la conférence que vous apprêtez à visionner. On n'oublie pas les guides, ça change un peu les dates, là, on s'excuse, là, mais la période de questions sera le 21 avril à 19h. Donc, mercredi 21 avril à 19h, vous allez retrouver, comme d'habitude, les liens pour se joindre à la période de questions. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se revoit le 21 avril, 19h pour la période de questions. Merci bien. La première concerne la maison payante. J'imagine que ces S ont la même fonction, mais ils sont placés à un endroit inhabituel. Alors, c'est des S qu'on voit à la jonction du mur et du toit de la maison payante. Euh, Ici, une charpente traditionnelle en bois, on voit que celle-ci s'appuie sur les murs extérieurs et sur le mur porteur qu'on appelle le mur à refend, là. Transférant ici là, le poids de la charpente sur ces murs. Donc, pour renforcer la partie haute des murs, on va ajouter des S. Et plus on monte, plus il y a d'étages, plus ça fragilise la partie haute du mur. Alors, souvent, on va les retrouver là, au deuxième étage et à la jonction là, du mur de façade et de la toiture. On le voit bien ici sur la maison Charret qui a été construite en 1759. Alors, vous voyez bien qu'il y a quand même deux rangées de S ici, dont une rangée à la hauteur du mur et la jonction du mur et du toit.
L'autre question est, j'ai lu quelque part qu'il y aurait eu une carrière de pierre où se trouve aujourd'hui le parc des gouverneurs, d'où le nom de la rue des Carrières à cet endroit. Pouvez-nous nous en glisser un mot? Ici, en effet, il y avait jadis des carrières de pierre sur cette rue, mais elles étaient plutôt situées au sud du parc des gouverneurs, tel qu'on peut le voir sur la carte ici de Villeneuve en 1685. Euh, donc, la rue des Carrières avait quand même été tracée quelque temps avant, soit en 1689. Elle débutait sa course à la place d'Armes pour se terminer à la hauteur là, de la rue Saint-Denis. Évidemment, elle doit son nom aux carrières qu'on appelait les carrières du Mont-Carmel. Ces carrières seront exploitées tout au long de la colonie, mais elles étaient quand même plutôt modestes. On les voit encore sur le plan relief de Duverger là, en 1812. On va y extraire du schiste noir, cette fameuse pierre noire du Cap. Elle était quand même très abondante, puis facilement, on pouvait l'extraire quand même facilement, mais elle était de mauvaise qualité. C'est pourquoi elle ne pouvait pas être exposée aux intempéries, sinon recouverte là, d'un crépi. Alors, mais on va quand même l'utiliser abondamment dans les fondations ou pour monter des murs de refend qui sont situés à l'intérieur de la maison. Sur la prochaine diapositive, on voit que l'escalier qui conduit de la terrasse Saint-Denis, la terrasse du frein à la rue Saint-Denis, s'appuie sur la paroi ouest des carrières du Mont-Carmel. Si je vous parle des carrières dans la région de Québec, qui était une autre partie de la question, le calcaire très abondant dans les environs de Québec là, va être utilisé dans la construction très tôt au 17e siècle. Donc, on va avoir la pierre noire de Québec, on va avoir les calcaires de Beauport et de Château-Richer, puis on aura aussi les calcaires de Pointe-aux-Trembles, des Chambeaux. Alors, sur le site de l'Université Laval qui traite des roches carbonatées, on précise que les assises de la Haute-Ville de Québec font partie des Appalaches et sont formées, entre autres, d'un assemblage de calcaire argileux et de shale qu'on appelle la pierre noire ou la pierre du Cap. Alors, comme je le disais, là, elle est abondamment utilisée sous tout le régime français. Et bien sûr, son exploitation là, se fera un peu partout dans la partie haute du Vieux-Québec. Souvent sur les lieux même de la construction, puis on peut voir encore d'anciennes carrières, entre autres à l'hôtel, derrière l'hôtel Delta, là, où il y a un grand stationnement, je vous montrerai. Voilà, j'ai une carte ici qui vous localise cette ancienne carrière de pierre, là, tout juste derrière l'hôtel Delta. En fait, il y a comme une immense cavité ici là, où on a installé un stationnement. Alors, ce sont les restes d'une carrière. On a aussi les calcaires de Beauport et de Château-Richer qui étaient utilisés dans les murs de maçonnerie et les fondations d'une multitude de maisons et d'édifices du Vieux-Québec. C'est une pierre à bâtir qui est aussi utilisée pour la fabrication de la chaux. Alors, sous le régime français, les principales carrières de calcaire se situaient dans le secteur de Beauport, mais au 19e, on va aussi exploiter les carrières sur la côte de Beaupré, particulièrement à Château-Richer. Puis encore aujourd'hui, là, ce beau calcaire de Trenton est exploité dans une petite carrière près de Château-Richer. Le calcaire de Pointe-aux-Trembles et de Deschambault, c'est un calcaire qui a été utilisé pour le revêtement d'une multitude d'édifices et de résidences de la ville de Québec. Parmi les plus beaux exemples qu'on a, on pourrait mentionner l'hôtel du Parlement, l'édifice Louis-S. Saint-Laurent, le bureau de poste là, sur la côte de la montagne, le palais Montcalm, l'hôtel de ville, les anciennes douanes de la rue Saint-Pierre et même la douane dans le Vieux-Port. Alors, donc, c'est une pierre qui était exploitée particulièrement à Deschambault. C'est une pierre qui était connue sous le nom de pierre de Saint-Marc. Puis elle est extraite d'une série d'épaisses couches de calcaire affleurant
près du village de Saint-Marc-des-Carrières. Le début de l'exploitation de cette carrière-là remonte à 1835 et se poursuit sans interruption depuis 7 ans. Alors, donc, on utilise encore toujours le calcaire de Deschambault. La prochaine question concerne l'usage de la brique jaune. Alors, c'est concernant les édifices du Vieux-Québec construits avec la brique jaune, peut-on affirmer que tous l'ont été avec de la brique jaune d'Écosse? Sinon, pourriez-vous en identifier quelques-uns qui le sont assurément? Est-il vrai que les briques jaunes protégeaient une certaine image de richesse, prestige, au point où certaines maisons étaient peintes en jaune pour les répliquer? Alors, pour cette question-là, je n'ai jamais entendu, alors je ne pourrais pas vous répondre. Mais concernant la brique d'Écosse, fort probablement que toutes les habitations construites avec entre 1820 et 1850 dans le Vieux-Québec et qui sont de couleur brique jaune sont probablement de briques d'Écosse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des matériaux fréquemment utilisés dans la construction d'édifices de toutes sortes au Québec, là. La brique, elle est très courante. Évidemment, ici, sous le régime français, on s'en servait surtout pour la construction de foyers, de cheminées et de fours à pain. Il va exister quand même plusieurs briqueteries locales, dont une dans le quartier Limoilou. Puis, comme matière première, on va prendre l'argile là, le long des berges de la rivière Saint-Charles. À la fin du 18e siècle et début 20e, avec l'arrivée des Britanniques, on se sert entre autres de la brique beige, dite d'Écosse, qui sert de laisse pour stabiliser les voiliers, puis elle est vendue là, dans le port de Québec, donc facilement accessible, mais il n'y a quand même pas tout le monde qui peut se la payer. C'est vraiment l'ère industrielle qui va donner ses lettres de noblesse à la brique en utilisant abondamment, en l'utilisant abondamment là, dans tous les types de bâtiments, dont les banques, les églises, les écoles. Et c'est un matériau aux formes et aux dimensions là, qui vont être standardisées, fabriqués à peu de frais et incombustibles. Alors, ce sera aussi utilisé pour revêtir les usines et les manufactures de la deuxième moitié du 19e siècle et début 20e, dont la Dominion Corset que l'on connaît encore assez bien aujourd'hui. On va aussi s'en servir pour ériger de hautes cheminées. On sait que les briqueteries étaient nombreuses pour satisfaire à la demande et que certaines sont devenues d'importantes industries employant des centaines d'employeurs. La compagnie La Brique La Citadelle, située à Beauchâtel, à l'est de la Chute-Montmorency, va en être une de ces compagnies et qui sera très, très importante pour la région de Québec. Toutefois, l'histoire de la brique reste à faire, alors si jamais quelqu'un est intéressé. Au début du 20e, son usage va rester populaire dans la reconstruction d'anciens quartiers qui sont passés au feu, alors tel qu'on le verra dans Saint-Jean-Baptiste et dans Saint-Roch. Puis, bien évidemment, on va aussi l'utiliser abondamment dans la construction de maisons à logement, le triplex, duplex, dans Montcalm, Limoilou, et plus tardivement, bien sûr, dans Saint-Sacrement. Avec l'arrivée de l'Art déco dans les années 30, la brique américaine de couleur jaune est entrée dans la construction de plusieurs édifices modernes qui sont de lignes très épurées. La brique vernissée, émaillée, texturée ou polychrome sont également devenues populaires, en particulier dans certaines églises modernes. Mais il ne faut pas oublier que c'est les bungalows nord-américains qui ont poussé par milliers dans les banlieues de nos villes et qui ont fait une belle place à la brique, tout comme l'architecte américain Frank Lloyd Wright, qui avait popularisé ce type d'habitat en utilisant allègrement cette maçonnerie polyvalente. Ici, vous avez un bel exemple là, de l'édifice Bell sur le boulevard René-Lévesque qui va utiliser effectivement là, cette brique jaune. Alors, un style plus épuré. Donc, on oublie tout ce qui est Renaissance italienne, française, etc. Et on en arrive à la ligne pure où on met l'accent sur ici la verticalité et sur aussi les surfaces lisses. Et donc, un très bel exemple ici avec l'édifice Bell. Autre question, à quel moment les toitures en tôle ont-elles fait leur apparition et est-ce aussitôt que dans les années 1720?
Après le règlement de Bégon interdisant les toits en bois. Et où fabriquait-on la tôle? Je ne suis pas familière avec ce procédé. Les forges Saint-Maurice faisaient-elles ce genre de tôle? Alors, non, les forges Saint-Maurice ne faisaient pas ce genre de tôle, mais effectivement, parmi les techniques traditionnelles de couverture métallique, celle de la tôle à la canadienne va se révéler la plus répandue dans le quartier ancien de Québec. Elle va être populaire dans les années 1750-1850 et on a continué de l'utiliser pour les constructions neuves jusqu'au début du 20e siècle. Depuis, son utilisation a été limitée principalement aux travaux d'entretien, de réfection et de restauration des bâtiments anciens. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement là, sur le Grand Allée deux maisons de l'architecte Steve Lee, coin de la rue du Parc, là, dont on vient de refaire le beau toit de tôle à la canadienne. Alors, on dit que c'est Chaudereau de Léry au Palais de l'Intendant qui serait à l'origine justement de cette technique, en récupérant de vieux récipients de fer blanc découpés, qu'il aurait découpés et dépliés, et permettant ainsi d'obtenir de taux de grandeur variables. Alors, plus tard, on importe d'Angleterre ce qu'on appelle le tin plate ou fer blanc. Et puis, c'est une tôle qui est légère, malléable, qui est faite d'acier recouvert d'une mince couche d'étain et qui résistait très bien aux rigueurs du climat et était plus économique que le cuivre. Vers 1875, la tôle plombée, nommée Turnplate, va faire son apparition, mais c'est au cours de cette même période que la peinture à l'huile, le Red Iron Oxide, a gagné de la popularité comme matériau de protection contre la corrosion du métal, là, qui est un des principaux enjeux ici, là, la corrosion. Quand ça s'y met, ça perce la toiture. Mais avec cette peinture, ça va permettre de prolonger la durabilité là, des couvertures. De nos jours, les matériaux plus résistants comme les tôles d'acier galvanisées ou inoxydables et la tôle d'aluminium prépeinte ont remplacé ces matériaux traditionnels, mais la technique est toujours employée. Et ça demeure une excellente technique et représente une des caractéristiques les plus originales de l'architecture ancienne traditionnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'usage du toit de tôle à la canadienne doit se faire sur une toiture d'au moins 15 degrés d'inclinaison. Alors, donc, on va l'utiliser principalement sur les toitures en pavillon, sur les toitures à deux versants et sur le brésis du toit mansardé. Alors, le brésis, c'est la partie que vous voyez avec le cercle vert. Vous avez aussi ici la chronologie d'utilisation des principaux matériaux de couverture. C'est tiré de la revue Continuité, une excellente revue concernant tout ce qui est architecture au Québec et ailleurs à l'occasion. Et ici, on fait effectivement là, la chronologie avec les matériaux qu'on utilisait avant le toit de tôle à la canadienne, donc dont le chaume, la planche à couvre-joint, le bardeau, la planche à déclin. Même celle de l'ardoise, qui a quand même été de courte durée, mais pour revenir en usage au 19e siècle. Alors, très intéressant là, de voir l'évolution des matériaux utilisés. Je vais aussi vous dire que le toit de cuivre ne fera pas son apparition au Québec avant les années 1930 et que on va l'utiliser dû à son coût, là, surtout sur les édifices institutionnels ou commerciaux comme le château Frontenac. Ou ici sur le manège militaire dont on est en train de refaire la toiture, manège qui a passé au feu en 2008. Et donc, euh, on a un toit à baguette en cuivre ici. Une autre bonne question est à quel moment de notre histoire la Nouvelle-France avons-nous pu faire nos propres vitres de fenêtres? Puisqu'au début, on devait importer nos petits carreaux de vitres, est-ce que notre architecture a changé quand nous avons commencé à les faire ici?
Bon, évidemment, l'usage du verre, là, date pas d'aujourd'hui. On remonte à 3500 ans avant notre ère. Mais, bien sûr, le verre, pour l'usage de la vitre, ben, ce sera plus au niveau du, euh, du Moyen Âge, où on va s'en servir dans les vitraux des cathédrales gothiques. On va se servir plutôt de petits bouts de verre assemblés. Euh, et ce sont vraiment là, c'est vraiment à Venise qu'on va redécouvrir l'art du verre là, au 13e et 14e siècle. Les, le, le- pour le verre, les verres à fenêtre sont quand même restés assez rares tout au long du 17e et 18e siècle. On va faire des petits panneaux en soufflant et en tordant une petite boule de verre. Le résultat contenait beaucoup de bulles d'air et des sillons concentriques, mais était suffisamment transparent et isolant. C'est vraiment au 19e siècle, avec l'amélioration technologique du verre plat, le prix du verre chute, puis ça va permettre au verre de se démocratiser dans les maisons. Si au Québec, le papier huilé ou ciré a longtemps servi à fermer les ouvertures des fenêtres chez l'habitant surtout, là, il est cependant admis que le verre à vitre a été aussi très tôt utilisé. Le climat l'exigeait de toute évidence. Aucune fabrique de verre ne voit le jour au Canada avant 1840. On produit donc des vitres dans les pays colonisateurs, la France jusqu'en 1760 entre autres. Après l'Angleterre, mais on a eu aussi la Belgique, l'Allemagne, même les États-Unis avec Pittsburgh avait une grosse manufacture de vitres et on va l'expédier en feuilles ou en couronne, parfois dans des barils de mélasse et on la taille ici selon les besoins. Donc, c'est sûr que les nouvelles technologies vont permettre d'abord, d'affiner le verre, de le rendre plus transparent et de le faire de plus grandes dimensions. Donc, c'est sûr que notre architecture va en profiter et en mettant du double verre, du triple verre, ben, on va pouvoir s'isoler davantage. Et donc, ben, aujourd'hui, dans notre architecture, on est capable d'avoir de grandes parois de verre sur lesquelles les oiseaux viennent se frapper abondamment. Alors oui, ça a changé notre architecture. On a une question concernant les escaliers extérieurs. Alors, durant mes tours en autobus sur la rue Cartier, par exemple, j'aime à parler des grands escaliers extérieurs si caractéristiques au quartier Montcalm et à bien des quartiers de Montréal aussi. Jusqu'ici, j'ai toujours dit que si les escaliers étaient à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, ce qui peut surprendre des étrangers vu nos hivers rigoureux et interminables, c'est à cause des grosses familles qui y habitaient jadis. On voulait sauver le plus d'espace à l'intérieur et on avait de la main-d'œuvre gratuite en abondance pour pelleter ces escaliers. Est-ce qu'il y a une explication valable? Y a-t-il une raison plus importante qui justifie ces immenses escaliers extérieurs? En fait, vous avez raison parce que l'aménagement d'escaliers à l'extérieur permettait de gagner de l'espace à l'intérieur, particulièrement au rez-de-chaussée qui était généralement le logement du propriétaire. Mais ce phénomène s'inscrit dans un mouvement d'industrialisation qui vient avec une forte immigration dans les grands centres urbains comme Québec et Montréal et conséquemment, on devra aussi construire davantage et rapidement pour loger ces nouveaux arrivants, majoritairement des ouvriers et ou la classe moyenne. Le début du 20e siècle apporte aussi plusieurs innovations par rapport aux quartiers existants, là, par rapport au Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch. La trame orthogonale du système des voies, composée de larges avenues et de rues perpendiculaires sur lesquelles une marge de recul de 3 mètres du trottoir est imposée à toute construction, c'est en partie sur cette marge de recul que l'on viendra construire l'escalier extérieur menant au premier étage. Il y a aussi les îlots plus grands que ceux des quartiers plus anciens, desservis par des ruelles en H et construits sur 4 faces, brisant avec la tradition de disposer les bâtiments sur les 2 côtés seulement. Ces éléments vont seront les premières applications des théories modernes de planification dans les villes de Québec, dans la ville de Québec. Il y aura aussi d'autres règlements qui vont voir le jour entre 1913 et 1939. Entre autres, l'escalier extérieur qui ne pourra pas atteindre, qui ne peut atteindre que le premier étage. Et évidemment, dans les moineaux, ce sont les escaliers de forme tournante qu'on retrouve le plus souvent. On dit qu'il y en a plus de 1000 exemplaires dans le vieux Limoilou, comme seulement 166 pour l'escalier droit.
Il existe toujours toutes sortes d'escaliers en L, en S, droit, simple, jumelé, en forme d'alcôve ou en X, en ou en vis, qui vont apparaître là, après le règlement de 1939 qui vont permettre d'avoir différents types d'escaliers. Alors, l'escalier qui mène du premier au deuxième, ben, il devra être à l'intérieur. Qui dit escalier dit aussi rampe et corps de garde. Alors, c'est à partir des années 1940 et 50 qu'on aura des artisans là, qui vont construire des éléments en fer ornemental à Québec en reprenant les retails de poinçonnage de lames de la compagnie St. Lawrence Manufacturing, jadis située dans le quartier Saint-Roch, pour construire des rampes et des corps de garde. Les soudeurs et ferblantiers de l'époque récupéraient des retails et les intégraient à leur production. Ces ouvrages de fer ornemental ont été fort probablement réalisés durant les années 50 par les entreprises comme Antonio Bureau et Adélard Laberge, qui étaient situés sur le boulevard des Capucins à Québec. Ces ouvrages sont facilement reconnaissables par la disposition de tête bêche en négatif et en série de lames de patin pour hommes ou pour femmes. Puis on peut voir ici sur les images que les lames de patin pour hommes étaient somme toute un peu plus simples que celles pour femmes. Alors, ici, devenu un véritable symbole de Limoilou, les artistes n'hésiteront pas à reprendre ce motif dans leurs œuvres publiques, dont entre autres ici l'œuvre qui s'intitule Gros Louis, là, située à l'angle du chemin de la Canardière et de la 3e avenue dans le quartier Limoilou, de l'artiste Guillaume Tardy. Alors ici, il va se servir de ce motif dans le corps là, de son loup. Regarde ici pour la rencontre là, à la place Jean Béliveau. Les artistes Cook et Sasseville vont utiliser aussi ce motif dans le socle de leur œuvre. Petite anecdote à propos de ce socle, on dit que c'est Jean Béliveau qui aurait qui aurait donné l'idée à la compagnie St. Lawrence Manufacturing, qui appartenait aux frères de Madame Béliveau. Donc, c'est Jean Béliveau qui lui aurait donné l'idée de fabriquer des lames de patin. Donc, pas étonnant qu'on retrouve ce motif sur cette œuvre. Une autre question est l'énumération de lignes mémoire sur la rue ou ailleurs. Alors, concernant cette question-là, après quelques recherches, j'ai trouvé aucun terme unique là, pour ces lignes mémoire. Il y a plutôt l'emploi de différents termes tels que le tracé de pierre, marquage au sol, motif d'ondulation créé par les pierres du pavé. Mais moi, j'aime beaucoup votre expression, là, ligne mémoire. D'ailleurs, je suggérerais ce terme à la ville de Québec pour qu'elle en fasse usage. Donc, non, il n'y a rien là, de convenu pour cette appellation-là encore. Il y a eu plusieurs questions ici concernant les architectes les plus célèbres et les travaux d'architecture qu'ils ont réalisés. Bien sûr, là, il y en a beaucoup d'architectes, mais en fait, j'en fais mention là, dans mes notes de cours. Donc, après chacun des descriptifs là, des styles architecturaux, je nomme quelques architectes là, qui ont été importants durant chacune des périodes. Alors, donc, je vous réfère à mes notes de cours, mais il y a aussi, bien sûr, l'encyclopédie canadienne. Et aussi le dictionnaire biographique du Canada là, qui nous permet d'avoir du contenu là, concernant ces architectes. Plusieurs questions aussi vont suivre là, concernant les perles d'architecture, les bureaux uniques, d'avoir des exemples sur chacun des styles qu'on a, d'avoir des exemples typiques pour chacune des périodes. Puis, si j'avais 10 bâtiments à nommer, quels seraient-ils et pourquoi? Alors, ben, j'ai
sous la thématique les joyaux de notre patrimoine. Donc, ce qui est important de retenir, évidemment, c'est qu'on a une culture unique, une architecture unique. C'est une culture qui est issue évidemment du métissage de deux cultures, française et anglaise, comme en témoigne évidemment notre architecture et notre art de vivre. Il y en a qui pourraient dire qu'on pourrait ajouter évidemment un métissage de trois cultures avec la culture amérindienne. Oui, j'en conviens. Mais peut-être un petit peu moins dans notre architecture. Alors, mais bien sûr que dans notre art de vivre, comme l'usage de raquettes, sirop d'érable, etc., oui, oui, tout à fait. Mais là, comme on va parler d'architecture, on va s'en tenir à l'influence de deux cultures. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur cette diapositive, on a quand même des particularités qui sont propres aux deux cultures. Alors, les Français vont faire l'usage habituellement d'un seul étage, vont faire aussi l'usage du toit en pente à deux versants. Ils vont avoir l'habitude d'habiter les combles, de faire l'usage du toit de tôle, d'insérer des cheminées dans les hauts murs mitoyens. Alors que les Anglais vont faire usage vont utiliser plus trois étages pour s'assurer de plus d'intimité. Vont utiliser les toits plats, avoir le portail très orné aligné sur la hauteur des fenêtres qui va éclairer le vestibule et le portique et le vestibule. Et évidemment, va venir occuper un secteur en fait très différent là, de la Haute-Ville de Québec, entre autres, derrière le château Frontenac et les rues Sainte-Ursule et les rues d'Auteuil qui ont été développées davantage au 19e siècle. Mais si on regarde la maison Simon Touchette, là, ici sur la gauche, maison d'un seul étage construite avec la pierre du Cap, recouverte nécessairement ici de crépi, fenêtre à petits carreaux, toit deux versants recouverts d'une toiture de toit de tôle à baguette dans ce cas-ci et de hautes cheminées à chacune des extrémités. On aura aussi la maison Mailloux, construite en 1737, qui à l'origine n'a qu'un seul étage et qui est réduite là, en dimension, mais qui est quand même un super bel exemple d'une résidence urbaine cossue là, du Bas-Canada de l'époque. Avec son toit incliné à deux versants, petite lucarne à pignon également ici, et cheminée en pierre, et on aura une construction de pierre des champs ici, qui est recouverte également de crépi, et un bandeau de pierre qui vient diviser chacun des étages. Mais comme la maison n'avait qu'un seul étage à cette époque, c'est sûr que ça a été ajouté avec l'ajout d'un deuxième étage à la fin du 18e siècle, donc avec l'influence anglaise. On va aussi avoir les maisons ici de la rue Saint-Denis qui sont plutôt d'influence anglaise. Et dans ce cas-ci, on a deux styles qui apparaissent sur cette rue. Donc, à partir de la Maison Blanche vers la droite, on aura les maisons de style néoclassique construites entre 1820 et 1850. Et à gauche de la Maison Blanche, nous aurons un style Renaissance italienne des années 1860-1880. Ici, à Place Royale, on a un super bel exemple justement de ce métissage. Alors, maison de style traditionnel français ici, avec les deux étages, maison en pierre, ici avec un moellon de calcaire. Et évidemment, un encadrement de pierre, toit de versant, lucarne sur le toit et évidemment un mur coupe-feu, haute cheminée à chacune des extrémités. Alors que la maison sur sa gauche ben, est plutôt d'influence anglaise, même néo-classique. Et on se retrouve ici avec une maison de 4 étages
avec un étage noble, l'étage attique ici qui est réduit sur deux étages en fait, ce qui est assez particulier. Un bandeau de pierre qui vient diviser ces étages, bien sûr, et l'ajout d'un toit plat sur le dessus. Alors, quand on va à Place Royale, là, il est très intéressant de pouvoir effectivement expliquer cette évolution et ce métissage de nos deux cultures. Non seulement ce métissage se trouve au niveau de l'architecture, mais on va le retrouver aussi au niveau de la trame urbaine. Alors, vous savez que le plan de Québec a été tracé dès 1636 par le gouverneur Montmagny. Et donc, on va évidemment tracer les lignes les rues Sainte-Anne, Saint-Louis, Buade, de la Fabrique et éventuellement Saint-Jean. Alors, bien sûr que donc, c'est sur ce tracé qu'on viendra bâtir, c'est sur ces rues qu'on viendra bâtir les maisons et évidemment qu'on va développer par la suite. Et comme en France, on développe autour d'un quadrilatère avec accès à des cours intérieures par des portes cochères. Alors, c'est exactement ce qu'on retrouve en arrière du château Frontenac. On va retrouver ça aussi dans Saint-Jean-Baptiste et dans Saint-Roch. Alors que dans les Moilous, on va développer plutôt avec ruelle, avec accès à une ruelle en H. Donc, on construit sur 4 faces au niveau du quadrilatère, mais on donne accès à l'intérieur de ce H par des ruelles. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans les Moilous, dans Montcalm et éventuellement aussi dans Saint-Sacrement. Alors, vous savez qu'à Québec, on a deux types de plans. Le plan radio-concentrique, on va retrouver à la Haute-Ville de Québec, qui a été tracé dès 1636 par le gouverneur Montmagny. Et donc, avec les rues Saint-Louis, Sainte-Anne, Buval, Côte-de-la-Fabrique, éventuellement Saint-Jean, et un plan endamé qu'on va retrouver à la Basse-Ville et qu'on retrouvera aussi par la suite dans Saint-Roch, Limoilou, Montcalm, etc. Alors, un plus d'influence française et l'autre plus d'influence anglaise. Alors, dans nos joyaux architecturaux, bien sûr, on a aussi tout ce qui concerne les édifices conventuels de nos communautés religieuses. Alors que ce soit le séminaire, les Augustines ou les Ursulines, c'est sûr que c'est un héritage exceptionnel et ben, celui qui est peut-être le plus accessible là, quand on fait nos tours à pied, entre autres, c'est bien sûr celui du séminaire. Alors, ça vaut la peine d'aller dans sa cour intérieure pour aller jeter un coup d'œil à l'architecture traditionnelle française ici, qui, malgré les feux, a toujours été respectée là, dans la reconstruction du séminaire. Et en fait, le site nous permet aussi de voir l'évolution de l'architecture puisque l'ancien pavillon de l'Université Laval, construit en 1852 par Baillarger, par Charles Baillarger, va quand même, bien sûr, ici témoigner de l'évolution de l'architecture néoclassique. Et nous avons aussi le pavillon des classes là, le long de la rue Sainte-Famille, qui est de style Beaux-Arts, qui a été construit dans les années 1920, qui témoigne ici là, d'un autre style. Alors, super intéressant. On a ici la citadelle de Québec qui là aussi témoigne d'un bel exemple d'un métissage, c'est-à-dire une citadelle construite par les Anglais, mais avec une inspiration française, donc le plan à la Vauban, donc le plan en étoile ici qui fait référence à l'ingénieur français. Des fortifications qui sont construites par les Français, mais améliorées par les anglophones.
Et bien sûr, un plan d'embellissement ici qui va être proposé par Lord de Dufferin à la fin du 19e siècle ici pour sauvegarder tout ça. Alors, un bon mix ici là, de plusieurs influences qui nous amène à être la seule, à posséder le titre de seule ville fortifiée au nord du Mexique. Alors, c'est tout à fait exceptionnel. Un autre exemple concerne la basilique Notre-Dame de Québec, de style néoclassique, construite par Thomas Baillarger. Au niveau de sa façade centrale, bien sûr, et datant de 1854. C'est quand même un élément ici important du néoclassicisme. On fait référence ici en fait, on s'inspire de la Grèce antique. On fait appel ici aux éléments classiques, fronton, entablement, modillon, pilastre, etc. Et en fait, Thomas Baillarger ici a conçu quand même une façade unique en soi. Et même si le classicisme prône la symétrie, ben, on s'aperçoit ici que les clochers ne le sont pas du tout. C'est plutôt dû à un problème d'ordre structural là, que un manque de connaissance de Thomas Baillarger. Le néoclassicisme se voulait être un symbole de puissance, de richesse et de grandeur. Alors, donc, s'inspirant de la Grèce antique, c'était tout à fait favorable. On a aussi François Baillarger là, qui va concevoir le baldaquin à l'intérieur de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Baldaquin qui a été refait suite au feu de 1922 à partir des plans de François Baillarger. Juste pour vous dire que François Baillarger a quand même étudié à l'Académie royale de la peinture et sculpture de Paris là, dès 1778 et qu'il va donner des cours de peinture, de sculpture et même de mathématiques. Euh, François fait l'usage de traités d'architecture qu'il a achetés en France. Il va appliquer consciencieusement là, les principes du livre du livre de Philibert Delorme et qui est un interprète français des goûts italiens de la Renaissance. Alors, donc, il va s'en inspirer pour construire, évidemment, le décor intérieur là, de la basilique cathédrale. Euh, Ici, on a un autre joyau dans notre architecture qui est la maison Séristetu sur la rue Sainte-Geneviève, donc derrière le château Frontenac. Renaissance italienne ici, l'architecte Charles Baillarger n'a que 24 ans quand il construit cette maison en 1850. Évidemment, ici, beaucoup plus décoratif que le néoclassicisme. On va quand même ici venir construire des façades qui vont s'inspirer des villas et des palais italiens du 16e et 17e siècle. Alors, donc, on va faire l'usage d'une décoration abondante. On va faire l'usage d'une décoration abondante et variée ici pour chacun des étages. On va utiliser entre autres les linteaux au-dessus des ouvertures, faire l'usage d'un beau bandeau de pierre ici pour diviser chacun des étages. Et on va faire l'usage d'un portail enfoncé qui est flanqué de deux colonnes cannelé de style dorique et qui viennent supporter ici le linteau de l'entrée. Alors, à noter que chacun des étages est traité différemment et on a mis l'accent ici sur les tâches nobles où la décoration est beaucoup plus abondante. On fera aussi l'usage de linteaux, pas de linteaux, excusez-moi, de consoles ici qui vont venir supporter les linteaux et qui remplaceront les colonnes. Alors ici, on a la maison McGravy qui est située sur la rue d'Auteuil et c'est un style Renaissance italienne. En fait, seul bâtiment qu'on a
cette facture-là à Québec. Les plans ont été conçus par Thomas Fuller, en fait, qui est un architecte originaire de Grande-Bretagne et qui a émigré au Canada, à Toronto plus spécifiquement, ou en fait du moins à Ottawa, parce que c'est lui qui a fait les plans de l'hôtel du Parlement là, avec un partenaire. On sait aussi que probablement que M. Fuller n'est jamais venu à Québec et que ses plans ont peut-être été inspirés là, du pavillon central du New York State Capitol d'Albany. Parce que, en fait, on voit beaucoup de similarités là, entre les deux édifices. Alors, on a des fenêtres jumelées, des arcs en plein cintre, moulurés. On a aussi une corniche et balustrade là, et une richesse au niveau de l'ornementation. Faut pas oublier qu'on a aussi les belles maisons orangées là, de la grande sur la rue sur la grande allée Est, là, où on retrouve l'éclectisme de la fin du 19e siècle, donc maison rangée de l'architecte Joseph Ferdinand Pecci. Maison, 11 maisons rangées qui ont été construites en 1895. Donc, l'éclectisme, c'est pas un style, mais plutôt une mode, un courant. Et donc, on va retrouver ici le plus de variété possible. On n'est pas capable d'identifier un seul style ici, donc façade étroite et élevée. Souvent, on va avoir une surcharge de décoration, mais on va avoir des contrastes aussi au niveau des formes, mais aussi au niveau des matières utilisées. Et surtout, une des grandes caractéristiques sera bien sûr l'oriel là, ou le bay window. On va faire l'usage aussi de pignons en façade. On va utiliser aussi l'élément, la tour pour venir faire, offrir des effets pittoresques pour créer un effet visuel là, qu'on retrouvait pas avant. Alors, on va retrouver plusieurs de ces maisons tout à fait uniques là, sur la Grande Allée. Donc, tout juste à l'ouest des maisons rangées de Pichy. Alors, toutes construites selon un modèle différent et selon à partir de plans d'architectes différents aussi. Alors ici, on a le YMCA qui a été intégré au théâtre Le Diamant, d'un style Renaissance française qu'on appelle communément le Second Empire. Alors, toujours de l'architecte Joseph Ferdinand Picci. C'est sûr que c'était un super bel édifice là, en pierre de calcaire, surmonté ici du superbe beau toit mansardé, alors qu'on a intégré ici au théâtre Le Diamant. Alors, on a un contraste ici, évidemment, d'époque, de matériaux aussi dans l'usage du verre là, pour construire le théâtre des Diamants. Alors, et tout juste à côté, on a le Capitole de style néo-baroque, que certains diront plutôt éclectique, mais enfin ici, c'est qu'on fait usage de différents matériaux, dont la tuile, le cuivre, la brique et aussi du calcaire, tout ça pour faire des effets contrastants. Avoir une belle ligne courbe aussi, si importante là, au néo-baroque, ce qui en fait aujourd'hui un édifice assez unique en soi qu'on retrouve nulle part ailleurs non plus. Alors, alors voici le théâtre, en fait le Capitole là, avec sa belle façade estivale. Cet édifice est toujours beau en tout temps. Il est magnifique. Dire qu'on a voulu le démolir. Bien sûr que nous avons aussi le château Frontenac qui est un monument en soi. Bon, à part d'être, dit-on, l'hôtel le plus photographié au monde, il en demeure pas moins que c'est Lord Dufferin et son ami, l'architecte Lynn, là, qui, en restaurant les vieilles fortifications,
vont donner le coup là, à instaurer le style château à Québec. Alors, donc, Bruce Price va s'inspirer de tout ça pour finalement gagner, remporter le concours pour construire le château Frontenac en 1893. Évidemment, ici, on va faire usage de la brique d'Écosse. On va faire l'usage aussi, bien sûr, de tours, de tourelles, de machicoulis, d'échauguettes, tout ce qui fait référence, bien sûr, aux éléments militaires. Donc, voilà pour... on a aussi, bien sûr, la garde du palais qui est de même style. Alors, l'architecte dans ce cas-ci est plutôt Harry Edward Prindle, qui est un Américain. Alors, donc, on va utiliser même encore ce style château 15 ans plus tard, en 1930, pour construire l'édifice à droite de la gare du palais. Donc, un style qui a été très intéressant pour Québec et qui va contribuer, bien sûr, à rendre la ville encore plus pittoresque. Euh, On va avoir l'édifice Price avec le plan de mise en lumière là, de la ville de Québec. C'est sûr que faire un tour le soir, ça devient de plus en plus intéressant parce que justement, ça va permettre de mettre en lumière les éléments architecturaux de chacun de ces édifices. Alors, l'édifice Price a construit dans les années 1930 par des architectes de Montréal. Euh, on utilise le style art déco là, dans ce cas-ci, mais c'est un style qui sera populaire après l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris. Et évidemment, ici, on fait référence ici parfois au style beaux-arts, mais on a quand même des lignes ici très géométriques, inspirées aussi des motifs de la flore et de la faune. Ce qui est encore plus intéressant au niveau de l'édifice Price, c'est ces retraits, ces reculs là, dans la partie haute de l'édifice qui font référence effectivement à la construction des gratte-ciels qu'on aura à New York. Alors, donc, l'art déco va privilégier évidemment les volumes verticaux et va privilégier aussi les grandes baies vitrées. Bon, ici, on sait que une des questions est, on sait que la Holy Trinity Cathedral a été construite après les plans exacts de l'église St. Martin's in the Field de Londres. Pouvez-vous nous citer d'autres exemples de construction de Québec, inspirés assez directement des bâtiments existants ailleurs? Alors, c'est sûr que l'Hôtel du Parlement à Québec, on sait que ça s'est inspiré de la nouvelle aile du Louvre qui venait juste d'être remodelée, alors donc durant la période du Second Empire. On sait aussi que le château Frontenac s'est inspiré des châteaux de la Loire, que la maison de McGravy s'est probablement inspirée du State Capitol de Albany. Alors, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas, le temps manque un peu là pour traiter de cette question-là. Alors, je voulais vous dire que pour les questions concernant la conservation du patrimoine, là, justement, vous savez qu'il y a un répertoire du patrimoine bâti pour la ville de Québec et il y en a un également pour le gouvernement du Québec. Alors, ce sont d'excellentes sources d'informations pour nous permettre de faire des recherches concernant ces sujets. Mais comme je vous le disais, il serait préférable de faire venir un expert là, pour en parler davantage et ça serait tout approprié. Donc, voici le répertoire du patrimoine, une diapo là, du patrimoine, du répertoire du patrimoine culturel du Québec, qui est super intéressant. Et bien sûr qu'il y a d'autres sources comme Action Patrimoine, là, avec les fiches techniques de Monsieur François Varin. Oups, j'ai enlevé
son nom de famille, alors qui est architecte en restauration à la Fondation canadienne pour la protection du patrimoine. Il y a aussi Continuité, là, qui a des fiches techniques, toujours de M. Varin, puis à Cap-au-Diamant, là, qui a des chroniques de Martin Dubois.